Bonjour et bienvenue sur cet épisode du podcast Open Startup. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de l'écosystème startup avec des discussions en compagnie d'entrepreneurs et aussi avec des personnes pouvant être des partenaires de ces startups. Vous allez le voir aujourd'hui dans cet épisode avec Jean-Philippe Magne, formateur en prise de parole en public. Au bout du 8e épisode, si vous êtes un auditeur fidèle, vous devez savoir deux choses. La première, c'est que Open Startup, c'est aussi un événement de portes ouvertes des startups au grand public durant une journée, et on prépare de nouvelles éditions bientôt. La deuxième, c'est que je m'appelle Guillaume Comagnac, je travaille chez Tracteur, une équipe tech spécialisée dans la création et le développement d'applications web et mobiles pour les entrepreneurs et qui permet à ce projet d'exister. Place maintenant à l'épisode avec Jean-Philippe, le sujet c'est le pitch, un passage obligé pour tout porteur de projet. Vous allez l'entendre dans cette discussion, Jean-Philippe nous partage de nombreux conseils très opérationnels qui feront de vous un meilleur orateur. Ne vous fiez pas à sa voix de robot sur sa première phrase, sa dynamique et passionnée voix d'animateur radio reprend sa place par après. Bonne écoute. Salut Jean-Philippe. Bonjour Guillaume. Écoute, je suis super content qu'on démarre cet enregistrement ensemble. Écoute, moi aussi, merci pour l'invitation. Parce que en plus, quand j'ai lancé ce podcast et que je me suis dit que j'allais faire des épisodes à thème, en tout cas thématiques, le sujet du pitch, il est quasiment venu dans les numéros 1, parce que forcément, quand on est un porteur de projet, avant même peut-être même de designer ses premières maquettes ou de lancer le développement technique, une des toutes premières choses qu'on fait, c'est qu'on va pitcher, présenter son projet, en tout cas à ses proches, sa famille, ses amis. Et donc, je suis hyper impatient qu'on aborde ce sujet ensemble. Pour démarrer, je vais te demander de te présenter. Avec plaisir. Alors, je vais essayer de faire synthétique. Moi, ma carrière, je l'ai faite en radio, animateur radio sur la bande FM. J'ai commencé en 1993 à Paris, puis très vite, je suis parti en région et je suis arrivé à Bordeaux en 1998. J'ai fait 3 radios à Bordeaux, 8 FM, France Bleu Gironde et RTL de Bordeaux pour terminer. J'ai fait de l'animation classique, j'ai fait des interviews cinéma, des interviews musique, j'ai commenté aussi des matchs de foot, les matchs de foot des Girondins de Bordeaux. Et puis un jour, par hasard, début des années 2010, on m'a demandé de venir donner un cours dans une école de communication sur la radio, comment ça fonctionne, comment ça se vend, comment on en fait la promotion, etc., etc. J'ai été le faire avec plaisir, une dizaine d'heures comme ça. Et puis, juste à côté, il y avait une école de commerce où le directeur est venu me voir en me disant « Tiens, toi, est-ce que tu pourrais pas apprendre à mes étudiants à mieux parler, à faire leurs présentations quand ils font des workshops, quand ils passent devant des jurys, ils sont pas très bons, il faudrait les aider. » Donc, ça a commencé comme ça par hasard. Et puis j'y ai pris goût, et puis je me posais quand même des questions sur ma carrière d'animateur radio. Non pas que ça me plaisait plus, mais je commençais à tourner un petit peu en rond. Et j'ai commencé à donner des cours dans cette école, et puis ça m'a donné envie de basculer carrément et de devenir formateur en prise de parole pour transmettre tout ce que moi j'avais vécu finalement pendant toutes ces années d'animation et radio et événementiel, évidemment. Donc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai créé une structure en 2015 et j'ai quitté la bande FM, tout simplement, pour me lancer en indépendant. Donc, depuis, je fais de la formation professionnelle en école beaucoup, en entreprise également, pour des particuliers, pour des incubateurs, pour des porteurs de projets, pour des startups. Et puis, parallèlement, j'anime aussi des séminaires qui sont basés sur des méthodes de design thinking, de sprint et de choses comme ça, très dans l'air du temps. Et je continue à faire de l'animation événementielle et un petit peu de radio, mais en ce moment pour des radios d'entreprise, qui est un secteur qui est en plein boom. De la communication interne, mais ça reste de la radio. Donc voilà, je continue à pratiquer, bien évidemment, le métier d'animateur parallèlement à mon métier de formateur. Excellent, merci pour cette présentation complète, et on voit bien qu'à travers ton parcours, ça va être hyper riche là de t'écouter dans les prochaines minutes. Donc, si je comprends bien, toi, donc tu dis que vraiment cette façon de présenter ces projets, donc que l'on appelle le pitch, c'était venu un petit peu par hasard. Donc, oui, t'es tombé un peu dedans, alors que toi, tu venais d'un monde un peu plus traditionnel
de la radio. Mais une fois que tu t'es mis à faire tes recherches, j'imagine que ça t'a vite amené sur les États-Unis, l'Amérique du Nord, où là-bas il y a un vrai sens de la prise de parole en public sur le pitch. Tout de suite, quand on pense pitch et startup, on pense au fameux discours de Steve Jobs lorsqu'il présente l'iPhone, ou alors ce genre de choses-là, ou alors ces startups qui font vraiment le show devant un public. Toi, comment c'est venu au démarrage? Tes recherches t'ont amené vers où? Alors, je t'avoue que quand on m'a parlé de pitch, moi, le pitch, c'était un mot qui était lié au cinéma, puisque c'est comme ça qu'on présentait. Voilà, qu'est-ce que tu me recommandes comme film? C'est quoi le pitch? Voilà, ça qu'on disait en 2 phrases, le résumé du film. Et quand on m'a demandé de travailler avec des étudiants sur ce format, au début, j'étais un peu circonspect, donc j'ai fait mes recherches. Google est mon ami, bien sûr. Et effectivement, je suis tombé, alors c'est vraiment le hasard, sur un extrait d'une émission américaine qui maintenant est bien connue, qui s'appelle Shark Tank, mais à l'époque c'était un peu pour les initiés, parce qu'il y avait un entrepreneur français qui était passé cette année-là, je crois que c'était en 2014, avec un projet qui s'appelait Cyclomatic, me semble-t-il. C'était un procédé qui permettait, avec le vibreur de l'iPhone, de le faire tourner sur lui-même et de prendre des photos à 360. Et donc, il était passé dans cette émission. Il avait levé 500 000 euros à l'époque. Et donc, je suis tombé sur un article qui parlait de ça. Il y avait la vidéo, parce qu'à l'époque, les vidéos de Shark Tank étaient accessibles sur YouTube, d'ailleurs, gratuitement. Et donc, je suis tombé sur ce format que je connaissais pas du tout. D'abord, j'ai trouvé l'idée géniale une espèce de télé-réalité The Voice de l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé ça complètement dément. Et c'était tellement bien filmé en plus que tu regardais ça comme une série, quoi. C'était vraiment passionnant. Et donc j'ai commencé à regarder pas mal d'épisodes. Encore une fois, ils étaient accessibles gratuitement à l'époque. Et je crois que j'ai regardé, tous les jours, je regardais 2-3 épisodes, sachant qu'il y a 4 pitchs par épisode. Et en tout, il y a 11 saisons maintenant de Shark Tank. Et je dois avouer que je les ai toutes vues. J'ai calculé, ça fait un peu plus de 1000 pitchs. Et donc, c'est devenu un format d'abord je trouve hyper intéressant en termes de construction intellectuelle, parce qu'il faut être à la fois pertinent et à la fois court. Donc, c'est un vrai jeu avec les tournures de phrases, avec les mots. Et c'est là où les Américains ont un avantage, c'est qu'ils ont un vocabulaire et une langue qui leur permet d'être beaucoup plus percutante que nous. Et puis le côté performance, donc là c'est plus l'animateur qui parle. Là encore, les Américains, ils sont nés là-dedans. Alors je fais une petite parenthèse. J'ai travaillé pendant pas mal d'années pour un site de poker et de paris sportifs, pour lequel je faisais une radio en ligne, et j'ai eu la chance de partir tous les ans aux États-Unis, et donc d'interviewer des joueurs américains, mais même j'allais dire des amateurs américains. Et tu prends n'importe qui dans la rue aux États-Unis, tu lui mets un micro sous le nez, il est bon. Et ça c'est vérifiable tout le temps, partout. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre, non pas de devenir des Américains, parce qu'on l'est pas et on le sera jamais, je pense, mais de transmettre cet enthousiasme à partager. Voilà, pour moi, le pitch, c'est vraiment un partage. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'apprendre finalement à l'école, où la performance orale est une récitation, c'est du par cœur. En fait, on fait plus attention à pas oublier les mots d'un poème que de le faire vivre. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur la performance et sur l'enthousiasme. Quand on fait un pitch, il y a le contenu, mais si vous le récitez d'une voix monotone, ça n'a aucun intérêt. Génial, merci pour ce premier partage. Et c'est vrai que je te rejoins sur le côté. Donc toi, tu parlais de raconter une histoire en quelque sorte, mais c'est ce qu'on appelle souvent le storytelling. Et au final, ce que tu dis, c'est que quand on a une approche presque sincère, humaine dans son discours, c'est là aussi où on a le plus d'impact. Donc c'est un premier enseignement, je trouve vraiment intéressant. Le pitch en tant que tel, j'ai l'impression que
il n'est pas vraiment défini ni normé. Il y en a même plusieurs types de pitch. Il y a le fameux elevator pitch ou le pitch de l'ascenseur, Ouais. ou même au Québec, j'aime bien, on dit l'argumentaire éclair. Ils ont toujours des bonnes expressions. Ouais, et ça c'est une première façon de pitcher, on va dire, qui est peut-être la plus abordable et quotidienne, on va dire, parce que c'est la plus courante. C'est ça. Le fameux qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est ça. Et ensuite, il y a des pitchs qui vont être plus pour des situations particulières. On va, par exemple, parler devant des investisseurs, ou alors être en interview avec des médias, ou même un pitch pour un concours, par exemple, ou une vidéo de crowdfunding. Est-ce que tu peux rapidement nous dire peut-être des spécificités des uns et des autres, ou s'il y a des techniques ou des choses particulières sur ces différents types de pitch? Alors effectivement, on travaille sur. Il faut distinguer. Pitch, ça regroupe plein de choses. Effectivement, comment tu disais, la présentation éclair? C'est ça? Argumentaire éclair. Argumentaire éclair. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est effectivement qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou c'est quoi ton projet? Et là, il faut être capable juste de dire 2 phrases. Et c'est une partie d'une de mes formations, c'est d'apprendre à se présenter par son métier, mais avec des choses concrètes. Je suis encore parfois assez halluciné de voir des gens dans des événements de networking ou de réseautage qui se présentent en disant moi je fais du marketing digital, ce qui ne veut absolument rien dire en fait. Qu'est-ce que tu fais concrètement, ou qu'est-ce que ton agence fait concrètement pour ton client, et pas qu'est-ce que tu fais toi. Moi, c'est là-dessus aussi que j'essaye d'insister en ce moment. C'est que se présenter soi-même, c'est bien, mais présenter ce qu'on fait pour les autres, je pense que c'est beaucoup plus impactant. Donc, ne serait-ce qu'une simple phrase qui dit, je sais pas, j'aide mes clients à avoir beaucoup plus de trafic sur leur site internet, c'est vachement plus parlant que je fais du marketing digital. Donc, il faut aller dans ce sens du détail. Ça prend pas 10 ans, hein. C'est une seule phrase, mais un truc concret. Donc ça, c'est la partie présentation métier, ou présentation de son agence si on est dans une structure. Après, sur le pitch, bah oui, il y a plein de formats. Alors, Shark Tank, c'est du 2 minutes plus question-réponse. Les concours, de plus en plus, c'est du 2-3 minutes. J'ai même vu un concours l'année dernière à Bordeaux où c'était 30 secondes de pitch. Et après, il y avait des questions et c'était 30 secondes par réponse. Donc, ça devient de plus en plus court parce qu'il y a de plus en plus de monde et on essaye de faire passer de plus en plus de projets. Donc, ça devient de plus en plus réduit. Et puis, il y a des formats un peu plus longs, des passages d'intégration pour des incubateurs où là, on a 1 quart d'heure de présentation, 1 quart d'heure de questions-réponses. Donc là, on a un peu plus le temps. Et puis, voilà, il y a un peu de tout, hein. Ça dépend de vers quoi dans quelles circonstances on est. Et sur les concours, c'est le format qui est imposé par les organisateurs, donc il faut savoir s'adapter. Moi, je pense qu'un bon format, c'est 2-3 minutes. J'aime bien ce format. Et après, le format d'1 quart d'heure est intéressant aussi quand on a une présentation beaucoup plus longue, qui peut correspondre, par exemple, à un rendez-vous de levée de fonds. Mais on part toujours. Le plus compliqué à faire, c'est le plus court, évidemment. C'est la célèbre maxime des grands orateurs comme Churchill. Alors, je vais mal citer, mais de mémoire, en fait, il disait, si vous me donnez la possibilité de faire un discours de 3 heures, j'en ai pour une matinée à l'écrire. En revanche, si vous me demandez d'écrire un discours d'une demi-heure, laissez-moi 3 semaines. Plus c'est court, plus il faut plus ça va prendre de temps, parce que les tournures de phrases doivent être bien construites, et puis les mots doivent être choisis avec soin, parce que vous n'en avez pas beaucoup à votre disposition. Alors que si on vous laisse blablater pendant des heures, finalement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de préparation. Donc chaque format a sa spécificité. Moi, mon préféré, c'est le format Shark Tank. Je l'ai tellement vu. Alors, j'arrête pas de dire Shark Tank depuis le début, mais c'est évidemment la version originale de ce que les spectateurs ont pu découvrir sur M6 au début de l'année, qui s'appelle Qui veut être mon associé, où eux, ils ont un peu modifié le moment du pitch, parce que les jurés ont le droit d'interrompre les porteurs de projet, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et ce qui peut être déstabilisant, d'ailleurs.
Ok, oui, tu mentionnes donc Shark Tank qui va être mon associé et moi qui parlais du Québec. Il y a Dans l'œil du dragon et aussi Dragon Den, donc avec normalement. Voilà, Dragon Dance. Alors, c'est le format original qui a été créé par Sony en Asie il y a une quinzaine d'années, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc normalement, avec toutes ces ressources, bon, je mettrai les informations, mais il y a moyen de trouver déjà plusieurs pitchs pour s'inspirer. Ouais. Donc ce que tu disais, c'est que ça s'improvise pas au final. Et donc comment on démarre? C'est-à-dire que je sais que je vais être amené à pitcher. Alors peut-être un format prenant le plus classique, le 2-3 minutes. Il va falloir que je travaille ça. Comment je fais? J'écris d'abord, je le fais au feeling où je m'enregistre et ensuite je me corrige. Est-ce qu'il y a un peu une structure type ou quelque chose qui peut nous aider en tout cas à structurer son pitch? Alors, moi, j'utilise des structures type qui comprennent, allez, environ entre 15 et 20 petits items et qui couvrent la palette normalement de présentation de tout type de projet. Après, suivant la nature du projet, il y a des choses dont vous avez plus ou moins besoin et que vous pouvez éventuellement supprimer. Mais voilà, au moins il y a une grille. Moi, je conseille de les travailler case par case, dans n'importe quel ordre. C'est pas grave. L'ordre, on le fera après. Et à chaque fois, donc cette thématique. Alors, je vais prendre un exemple. On va commencer par évidemment le fameux duo problème-solution. Comment présenter le problème que vous allez résoudre avec votre projet? C'est un item qu'il va falloir, voilà, c'est une case qu'il va falloir remplir. On travaille celle-là et on trouve la meilleure formulation possible. Ensuite, cette solution, pareil, on va essayer de la rendre la plus concrète possible. Et surtout, on va essayer d'appuyer à ce moment-là sur, parce que c'est la question qu'on peut vous poser quand vous êtes porteur de projet, c'est pourquoi personne n'y a pensé avant? Ou pourquoi les gens qui ont essayé n'ont pas réussi et pourquoi vous allez réussir. C'est ça souvent que les porteurs de projets oublient, ou en tout cas mettent pas assez l'accent dessus. C'est que dans notre monde, même s'il est très technologique et très innovant, on réinvente pas la roue. Et donc, des problèmes, il y en a plein. Le fait qu'il y ait un problème et qu'on arrive à en apporter la preuve, c'est une chose. Mais le fait que les gens, soient prêts à payer pour résoudre ce problème, c'est une autre difficulté. Et deuxièmement, pourquoi vous allez réussir à solutionner un problème qui existe depuis longtemps et pourquoi des grands groupes ou des boîtes qui sont concernées par le secteur ne s'y sont jamais attaqués. C'est peut-être qu'il y a une raison. Donc c'est ça aussi qu'il faut savoir expliquer. Ensuite, il y a toute la partie c'est quoi votre business model, c'est quoi votre cible, c'est quoi votre stratégie de communication, c'est quoi votre roadmap. Enfin voilà, moi j'utilise des grilles. Alors j'en ai récupéré quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui sont assez célèbres et qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. Moi, j'en ai pris plusieurs, j'en ai fait un mix, j'en ai piraté une partie et puis je les ai refait à ma sauce. Mais en gros, si vous allez sur plusieurs ressources assez connues, je pense par exemple au site Strategizer, dont l'un des créateurs est Alexandre Osterwalder, qui a créé notamment le framework du business model Canva, que je pense beaucoup de porteurs de projets connaissent. Bien connu des entrepreneurs. Voilà. Il y a un framework, il y a déjà, le business model Canva, c'est presque un pitch à lui tout seul. Mm-hmm. Il y a presque tous les éléments pour faire un bon pitch. Après, il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Board of Innovation. Je sais pas si tu connais, où il y a une grille pour préparer un pitch, une checklist pour savoir si tu n'as rien oublié. Et il y en a d'autres comme ça. Il y en a un que j'ai récupéré il y a pas longtemps où il y a une vingtaine de lignes à remplir. Il y a un autre site américain alors je suis très tourné vers les ressources américaines, hein, tu l'as bien compris, qui s'appelle Slidebean, qui est un site qui t'aide à faire des slides, comme son nom l'indique. Mais c'est très bien que tu parles de ça, parce que justement, je voulais rebondir aussi sur ce sujet. Déjà, merci là pour tous les conseils, c'est vraiment très pratique, j'ai envie de dire opérationnel là, ce que tu nous as donné. Donc, et puis moi, j'aime bien ce que tu dis du fait que oui, il existe des grandes structures et des phases auxquelles
on ne pourra pas échapper, mais il faut aussi mettre le sujet à sa sauce parce que c'est comme ça aussi qu'on va retrouver encore une fois une forme de sincérité et qu'on va être certainement plus convaincant au final. Et qu'on va se démarquer, oui. Oui. Et là, tu amenais tout doucement le sujet des slides et donc du support. Le support, j'ai presque envie de te poser la question, ami ou ennemi du pitcher? S'il est bien fait, ami, s'il est mal fait, ennemi. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de mon aventure pour devenir formateur. C'est que, comme tout le monde, j'avais déjà vu passer en entreprise, et la radio n'y échappe pas, des PowerPoint reporting qu'on s'envoie et qu'on lit presque jamais, qui sont qui sont remplis de textes et de bullet points et qui sont très indigestes. Si vous servez de ces modèles-là pour faire un support visuel pour un pitch, vous êtes mort. Parce que ça n'est vraiment pas l'endroit pour mettre du texte et du texte. Moi, je dis toujours à mes étudiants ou aux startups que j'accompagne, votre deck, c'est un décor comme au théâtre. Et vous n'allez pas imprimer le texte de la pièce sur le décor du théâtre. Ça n'aurait pas de sens, à moins d'être un metteur en scène très avant-gardiste. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, par exemple, pour Molière, mais c'est autre chose. Mais l'idée, c'est qu'un slide, ça doit se lire en 3 secondes, parce que sinon, si je me mets à lire, je peux plus vous écouter. Et si je vous écoute, je peux pas lire. Donc, je peux pas faire 2 choses en même temps. Mon cerveau, il est pas fait pour ça. Donc, c'est vraiment pour illustrer la partie orale. Alors, il y a des concours où il n'y a pas besoin de slides. Donc là, il faut être visuel dans sa façon de parler et dans ses constructions de phrases. J'ai l'habitude de dire que dans la langue française et dans d'autres langues, il y a une expression courante qui est « je vois ce que tu veux dire ». Ou au contraire, ah non, je vois pas de quoi tu parles. Eh ben, c'est bien la preuve que nous sommes des êtres visuels et que donc il faut, dans la façon de parler, me montrer des choses. Donc on utilise des métaphores, des images, des comparaisons, voilà, il faut que je sois plongé dans l'univers du projet avec des choses très visuelles, y compris au niveau des mots. Et c'est très bien que tu parles de ça. Je suis désolé de te couper. Vas-y. Parce que, en fait, je sais pas si c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique. Et je me suis dit que j'allais profiter de la discussion avec toi pour te poser la question. Les métaphores, donc, moi, j'adore ça. J'en fais souvent aussi. Mais parfois, je vois certaines startups qui font une présentation en disant, oui, nous, on va être le Uber de ceci. Nous, on va être le Facebook de cela. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Parce que est-ce qu'on n'est pas en train de sortir l'attention peut-être aussi de son public qui va tout de suite penser à Uber, à Facebook et il va peut-être moins s'arrêter sur notre projet à nous? Enfin bref, j'ai pas vraiment un avis sur la question et je serais curieux d'avoir le tien. Alors écoute, il y a ce qui est bien, c'est que même dans le monde du pitch, il y a des débats d'idées. C'est vrai qu'il y a 4-5 ans, c'était la mode. Tout le monde commençait ses pitchs en disant je suis le Uber de ça, je suis le Airbnb de ça, je suis le Facebook de ça. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les gens qui étaient spectateurs, alors y compris investisseurs, ils ont mal compris cette façon de présenter les choses. Et ils l'ont compris dans le sens où j'ai l'ambition de devenir Airbnb ou de devenir Uber. Ce qui n'est pas ça du tout. Le but de ces présentations, c'est juste de présenter le modèle. Et pour que les gens comprennent un modèle, on leur donne un modèle existant et hyper connu. Effectivement, tu choisis soit Uber, soit Airbnb, soit Google, soit Amazon, soit Facebook. C'est quand même les 5 plus grosses boîtes du monde. Donc tout de suite, tu comprends ce que c'est. J'ai encore des étudiants il y a pas longtemps qui m'ont présenté un truc où c'était le Tinder de quelque chose. Et tu comprends tout de suite ce que c'est. Le problème, c'est qu'il y en a qui l'ont mal compris en disant ouais, ils ont trop d'ambition, ils se prennent pour Airbnb. Non, c'est pas ça du tout. Cela dit, c'est toujours pareil. Il y a tellement de pitch, il y a tellement de concours que au bout d'un moment, si tout le monde fait la même chose, ça devient rébarbatif et ça dessert les gens qui choisissent ce modèle-là, qui est un modèle ultra classique. Donc, il faut toujours essayer de se démarquer, de faire un pas de côté. Donc, effectivement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui déconseillent
de prendre ces comparaisons pour démarrer les pitchs ou même pour les insérer dedans, parce que c'est tellement lassant et ça peut être pris comme de la mauvaise ambition que ça dessert sûrement les gens qui s'en servent. Donc je suis assez d'accord avec ça, et maintenant de la même façon que je déconseille de plus en plus de commencer les pitchs par une question rhétorique, parce qu'on en a tellement vu qu'on en a marre, eh ben, il faut essayer d'être un peu plus original et de choisir une autre accroche. Oui, ben pareil, c'était aussi c'est parfait, tu me lances et tu me fais les transitions, ça se voit que t'as fait des années de radio. Ah, mais c'est un métier, monsieur. Non, c'est génial. Et sur cette partie interaction avec le public, comme tu le dis, donc poser une question, pareil, on le voyait beaucoup. Il y a aussi des phénomènes, des modes aussi dans les pitchs. Bah oui. Hein. Et moi, pour en voir beaucoup aussi, c'est vrai que on a vu aussi ce moment où à chaque fois, même sans dire bonjour ou se présenter, quelqu'un débutait directement avec une question. Ouais. Et essayer de faire interagir le public en disant qui dans la salle, la main levée. C'est ça, lever la main ceux qui ont déjà eu ce problème. Ouais. Et là, moi, je trouve ça toujours très délicat de la part aussi ou en tout cas courageux de la part du porteur de projet qui se lance comme ça, parce que si vraiment personne ne lève la main, ou alors s'il n'y a pas assez d'enthousiasme dans la salle, ça peut être totalement contre-productif et on peut se dire on s'est tiré une balle dans le pied, quoi. Ah, c'est ça, c'est moral dans les chaussettes direct, quoi. T'as même pas démarré que t'es déjà déprimé. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas non plus une technique pour à la fois quand même faire participer, alors pas participer peut-être physiquement, mais impliquer les spectateurs en les accrochant, vraiment en prenant leur attention. Est-ce que tu as une bonne pratique comme ça, quelque chose un tips qui fonctionne bien? Ça peut être, je sais pas moi, de la visualisation. Ben, j'ai plusieurs. Alors j'ai une liste d'accroches possibles, une dizaine de formules différentes à adapter suivant le projet. Ah, tu vas nous en partager au moins une ou deux. Bah, il y a évidemment le côté confidence, quoi, où tu parles de toi, de quelque chose qui t'est arrivé, et souvent c'est le point de départ du projet. Mmh. Alors un cas le plus classique récemment, c'est la fondatrice de Respire, la marque Respire. Ouais. Qui commence son pitch en parlant du jour où on lui a détecté une tumeur bénigne, et elle a commencé à s'intéresser aux produits cosmétiques qu'elle se mettait sur la peau. Voilà, ça c'est une des façons. Alors là, c'est un cas extrême, hein, mais c'est une des façons évidemment de démarrer un pitch. Et là, finalement, l'interaction avec le public, elle est dans l'émotion. Mmh. Là, tu agis tout de suite sur l'émotion. Après, si tu es devant 3 investisseurs ou si tu es devant une salle de 500 personnes, c'est pas du tout la même chose. Donc, je vais peut-être te recommander de faire deux accroches. Peut-être que les investisseurs, l'accroche, ils s'en foutent un peu. Alors que si tu es dans une salle qui est chauffée à blanc et qui est venue là pour voir des pitchs et chacun a son groupe de fans et tout, là, tu essayes d'avoir une intro qui est péchue. Et tout de suite, qui alors soit dans l'humour, soit dans la provoque, soit, tu vois, il faut quand même s'adapter, et c'est la règle de base de l'animation, parce que ça reste de l'animation, un pitch. Je suis désolé de le dire, mais c'est du show. Il faut savoir qui t'as en face. Est-ce que t'as un public qui est venu pour un public jeune, un public qui est venu pour se marrer, un public sérieux? Est-ce qu'ils sont nombreux, pas nombreux? Est-ce que tu passes en premier? Est-ce que tu passes en dernier? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser avant. Mmh. Bah, top, merci. Et c'est vrai que tu parlais de la marque Respire, c'est Justine Hutto qui oui, on peut mettre en lumière. Et elle, en tout cas, sur le pitch, c'est sûr que pour tous ceux qui aimeraient voir des bons pitchs, elle est pas mal là-dedans. C'est une de ses très grandes forces, et sur aussi, comme tu le disais, le storytelling. Et je crois même que l'année dernière, elle avait organisé un concours de pitch via Instagram. Donc, tu parlais de format très court, une story Instagram pour faire son pitch. Et donc là, c'est, je pense, quelque chose qui est hyper intéressant aussi comme exercice. Dire que en 15 secondes, on est capable de résumer son projet. Ouais. C'est top. Alors, je reviens juste, tu m'as demandé tout à l'heure comment on pouvait s'entraîner. Évidemment, la meilleure école, c'est de se filmer et de se regarder après, parce qu'on est son meilleur juge et son meilleur critique. Et c'est imparable. Oui, et moi je dis aussi souvent de certes s'entraîner, se filmer et se regarder soi-même, mais aussi de s'entraîner devant
un public aussi potentiel, donc de vos utilisateurs. C'est-à-dire que si vous faites demain quelque chose pour les restaurateurs, que vous êtes en train d'imaginer quelque chose là-dessus, eh ben allez dans un restaurant, n'importe lequel, et allez pitcher votre projet, et puis vous aurez déjà un premier retour, parce que Ah bah évidemment. le danger aussi de faire le pitch devant ses amis, sa famille, sa maman, ses parents, c'est que tout le monde vous dise ah, c'est génial. Mais forcément que c'est génial, parce que voilà, ils veulent le meilleur pour vous. Bah oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr, ouais, se confronter à un public et à sa cible, évidemment, c'est la base. Je reviens sur le fait de parler et de pitcher en public. Oui. Il y a deux sujets sur lesquels j'ai envie d'aborder là. Déjà, pitcher seul ou à plusieurs, ça c'est un vrai sujet encore. Quel est ton avis là-dessus? Si on pitch seul, ou si on pitch en tout cas à plusieurs, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, ou des bonnes pratiques? Alors, moi, je recommande pas plus de 2 personnes pour faire un pitch. D'abord parce que plus on est nombreux, plus ça demande de répétition, parce qu'il faut être hyper synchronisé. Donc 2, ça me paraît raisonnable. Ça fait ping-pong, Ouais. ça peut être dynamique. Ça peut être dynamique. Après, si vraiment vous êtes 3 associés et qu'il y en a un qui fait la gueule parce que moi j'ai envie de pitcher, faites-le. Mais plus vous ajoutez de personnes, plus c'est dangereux. Alors au-delà de 3, je déconseille carrément, parce que là ça devient. J'ai souvent, je travaille avec Epitech, où ils sont 7 dans un groupe. J'ai dit pitchez pas à 7, ça n'a aucun sens, quoi. Surtout si c'est 3 minutes, ça veut dire que chacun a 20 secondes. Ça rime à rien. Et ça devient du voilà, on passe d'une personne à l'autre, ça n'a plus de sens. Donc pour moi, le 2, c'est grand maximum. Il faut essayer de répartir. Alors il y en a un qui va peut-être être plus dans l'intro, justement, péchu, l'autre qui va être plus dans je sais pas, les chiffres ou l'explication du comment ça marche, etc. Faites pas forcément du 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes ping-pong comme ça, parce que ça peut être... faites plutôt intro, quelqu'un qui fait le milieu et quelqu'un qui fait celui qui a fait l'intro fait la conclusion. C'est plutôt... c'est symétrique et c'est plutôt pas mal. Mais ouais, ça demande un peu plus de répétition. C'est pas le même exercice. Là encore, évidemment, les Américains... Alors, vous lancez pas ça m'est arrivé dans un startup week-end où il y avait deux porteuses de projet qui ont démarré par un mini-sketch, mais c'était tellement mal joué que c'est tombé complètement à plat. Et ça, c'est le risque. Voilà, c'est le mauvais jeu, la mauvaise sitcom, tu vois, waouh. Et ça peut être totalement contre-productif, parce que si ça se trouve, le produit ou le service, il est génial, et pourtant, il y a une mauvaise introduction. Ouais, t'es mal à l'aise pour eux dès le début, quoi. Donc ça, c'est à manœuvrer avec très grande modération, si vous n'êtes pas américain. Ok. Et du coup, toujours sur ce sujet-là, la gestion du temps. Donc tu le disais, il faut s'entraîner, comme ça on devient meilleur. Ouais. Donc gestion du temps. Et est-ce qu'il faut vouloir tout dire dans son pitch? Est-ce que Ah non, surtout pas. Ok. Le pitch, c'est une bande-annonce. Donc, c'est pas un mode d'emploi. Alors déjà, par exemple, je pense à ceux qui créeraient des applications mobiles. C'est pas le moment dans le pitch de dire, alors voilà, mon application, une fois que vous l'avez téléchargée, vous créez un compte, alors vous remplissez votre mail, votre adresse, puis là, on vous demande, non, ça, on s'en fout, ça viendra plus tard, parce qu'on va être intéressé par les grandes lignes. Et après, je vais vous demander des détails. Et puis, s'il faut, je la téléchargerai, puis je testerai moi-même. Donc, il faut pas en dire trop. En revanche, il faut être... Alors, c'est là où tout le sel de la construction du pitch, c'est de suggérer les questions qu'on va vous poser après, en laissant justement des zones d'ombre, mais volontairement. Et vous savez que si vous laissez cette zone d'ombre, ça va suggérer une question. Vous donnez envie de savoir. Alors, c'est là où c'est tout l'art de la rédaction. Mais non, c'est les grandes lignes. Et il faut se concentrer surtout sur, non pas le quoi, mais on va reprendre le cercle doré de Simon Sinek. C'est d'abord le pourquoi, ensuite le comment, et à la fin seulement le quoi. Et si vous n'avez pas le temps de mettre le quoi, c'est pas très grave. Dites-le en une phrase. Mais c'est plutôt les bénéfices qu'on attend de votre solution et de votre projet, plutôt que de savoir que votre application elle est rouge et
et que le menu il est comme ci comme ça. Et non, c'est qu'est-ce que ça va changer dans ma vie en fait. Ok. C'est ça qui m'intéresse. Ok. Et justement, ça me fait encore une bonne transition sur qu'est-ce que ça va changer dans ma vie. On entend souvent, surtout en Amérique du Nord, des startups qui veulent changer le monde. Ouais. Comment on atterrit un pitch? Parce que en fait, il faut le démarrer. Donc, on a compris assez fort dans le sens où il faut capter l'attention et il faut vraiment susciter un enthousiasme assez fort pour que les gens vous écoutent. Mais comment on termine? Souvent, on entend qu'il faut terminer avec un appel à l'action ou quelque chose qui... Le fameux. Ouais. Donc, Bah ouais, c'est rejoignez-nous. Alors ça dépend une nouvelle fois qui on a en face. Si t'as des investisseurs en face, l'idée il faut demander de l'argent. Enfin ça me paraît la base et demander combien. Si c'est un truc public avec un vote à la fin, voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous soutenir pour donner vie à ce projet qui va et c'est là on dit un peu qu'on va changer. Alors c'est vrai que les Américains, t'as raison, n'ont pas peur des superlatifs. Ils révolutionnent le monde du travail, ils changent le monde, ils vont changer complètement votre façon de faire tel truc. Nous on a un peu plus, un peu moins, on a un peu moins d'ambition. C'est un peu plus mal vu dans les pitchs en France de terminer comme ça, mais en même temps je vois pas pourquoi. Tout en restant, modeste, on peut très bien être enthousiasmant et dire que effectivement, on va changer votre façon de faire les choses. Je pense que terminer en disant aidez-nous à changer, rejoignez-nous, faites en sorte que, voilà, c'est des appels à l'action qui sont plutôt dynamiques tout en restant raisonnables. Il faut essayer de mettre j'aime bien ce mot à la mode, du nudge à la fin. Oui. Tu vois? Mais ouais, il faut savoir conclure, oui, évidemment. Ok. Et justement, après le pitch, il y a souvent d'autres pitchs parce que quand on pitche bien, les gens, comme tu le disais, vont essayer de venir vous poser des questions, vont essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui diffère du pitch d'une une discussion un peu plus argumentée pour partager plus ses idées, etc. Après, on est vraiment dans la discussion. Donc, déjà, on essaye d'anticiper toutes les questions. Il faut vraiment être... Moi, je pars toujours du principe que quand on est porteur de projet, on est l'expert de son sujet et que c'est, pour moi, rédhibitoire d'avoir... D'abord, il faut maîtriser toutes les données. Je prends un exemple. Récemment, j'ai accompagné deux entrepreneuses qui avaient un projet pour accompagner les gens qui avaient des idées de création d'entreprise, mais qui n'en étaient encore qu'à l'idée. Ils n'ont rien créé, ils n'ont pas encore abandonné leur boulot de salarié. Ils en sont vraiment qu'au stade de l'idée. Et question test que je leur ai posé après, je leur ai dit, il y a combien de créations d'entreprises l'an dernier en France ? Pour avoir une idée du marché, parce que voilà, si tu es là pour accompagner les gens qui seront plus tard créateurs d'entreprise, il faut savoir combien ils sont. Elles m'ont répondu tac au tac, elles avaient même les chiffres depuis 5 ans. Et donc, ça m'a permis de savoir tout de suite que j'avais en face de moi des gens qui étaient hyper prêts, hyper crédibles. Et c'est vraiment le genre de détails qui font la différence. Maîtriser les données, c'est la base. Les données de votre projet et de votre secteur. Si je leur pose la question et qu'elles me disent j'en ai aucune idée, je vois pas comment leur projet pourrait avancer. Mais c'est pas qu'on se méprenne pas, hein, c'est pas de la méchanceté, c'est juste un truc basique. Oui, bien sûr. C'est quelque chose que connaissent bien les commerciaux. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le fameux traitement des objections. Avant de partir en rendez-vous clientèle, vous listez toutes les objections possibles, le fameux c'est trop cher, j'ai pas le temps, etc. Ouais. Donc vous listez tout ça et puis vous faites en sorte de répondre à ça en amont. Comme ça, quand on va vous sortir la phrase, vous avez déjà la parade ou en tout cas l'argumentaire qui va bien. Absolument. Donc, maîtriser les données, tester sur des gens qui n'y connaissent rien et leur demander après quelles questions ça vous inspire et en faire la liste. Et puis, alors moi, sur mon autre métier de facilitateur et de séminaire, on a des exercices qui sont assez intéressants, notamment ce qu'on appelle le pré-mortem. C'est qu'on imagine pourquoi le projet va se casser la gueule. Donc c'est là où effectivement on liste toutes les objections et tout ce qui fait que les gens ne vont pas l'acheter.
Et ça, c'est un bon exercice aussi pour s'entraîner à répondre aux questions qu'on peut poser après. Mais souvent, les questions basiques, c'est quoi votre marché, c'est quoi votre business model, c'est quoi les datas, c'est quoi les tendances, c'est quoi le comportement de votre cible, etc., etc. Donc ça, il faut maîtriser évidemment sur le bout des doigts. Excellent. Le temps passe vite et tu parlais d'animation de séminaire. Je vais devoir te laisser. Je parle trop, c'est ça, hein? Non. C'est que j'ai bien conscience de ton emploi du temps et tu m'as dit que tu devais filer pour animer justement un séminaire. Donc je vais pas abuser beaucoup plus de ton temps. Je voulais terminer avec des petits tips encore une fois. Une technique peut-être pour les personnes qui sont un peu plus timides ou introverties au démarrage, comment on se lance, parce que je pense que pitcher, tout le monde peut le faire, même si au départ, on se sent moins à l'aise. Est-ce que toi, tu aurais un mot encourageant, en tout cas, sur les personnes qui pourraient être un peu plus timides? Alors même si effectivement la peur de parler en public est quelque chose de très répandu, on estime qu'il y a environ 3/4 des gens pour qui c'est vraiment quelque chose de difficile. On a tous les mêmes outils et la même capacité à la naissance. C'est pas un truc qui est inné, l'art de parler en public. Donc ça se travaille avec de l'entraînement. Plus vous allez vous entraîner même tout seul devant votre glace ou devant votre webcam, devant votre téléphone, plus cette angoisse va diminuer, et avec un public encore plus. Et moi, j'ai une technique, c'est tout bête, hein, c'est la visualisation. C'est ce qu'utilisent aussi les sportifs. C'est-à-dire que dans votre tête, par exemple, le soir en vous endormant, vous répétez votre pitch dans votre tête, mais comme si vous étiez vraiment dans l'endroit où vous allez le faire. Donc, vous visualisez la salle, vous visualisez le public, vous voyez vous, et vous faites votre pitch, vous le récitez dans votre tête. Et évidemment, quand on récite dans sa tête, tout se passe bien. Et donc, au moment où vous allez le faire, votre cerveau, qui est un organe très manipulable, va se souvenir qu'il l'a déjà fait et que ça s'est bien passé. En fait, c'est pas vrai, vous l'avez fait dans votre tête, mais votre cerveau, lui, il fait pas la distinction. Donc, plus vous allez répéter dans votre tête, et c'est ce que font les sportifs, hein, quand vous voyez un perchiste aux Jeux Olympiques qui est devant, qui est voilà avec sa perche là et qui attend pour sauter, en fait, dans sa tête, il est déjà en train de sauter et il passe la barre, évidemment. Et alors eux, évidemment, c'est un niveau extrêmement poussé que vous n'avez pas besoin vous d'atteindre, mais ne serait-ce que et moi je le fais encore, hein, ça fait 30 ans que je fais des animations, mais ça n'empêche pas que la veille d'un séminaire, dans ma tête, au moment de m'endormir, je répète par exemple mon entrée en scène et mon introduction. Comment je vais dire bonjour, est-ce que j'ai une petite blague à placer, etc. Hop, si ça va pas, je recommence. Mais je le fais encore parce que c'est vraiment quelque chose d'utile et qui fonctionne. Donc n'hésitez pas, visualisation. Super. Et dernier, tant qu'on est sur ce genre de petits tips, conseils, moi j'en profite en plus pour faire une pensée, un salut chaleureux à Isabelle et Alexis Monville qui ont été des mentors pour moi sur le fait de tenir un micro. Parce que j'avais envie de parler de ça parce que ça me fâche toujours de voir autant de personnes qui tiennent très mal leur micro lorsqu'ils font un pitch, alors soit trop loin, soit avec la main qui cache un bout du micro. Moi, on m'a appris un truc tout simple, c'est on tient le micro par sa base et on le colle à son menton. Mais voilà. Comme ça, on voit bien aussi sa bouche. Eh bien, tu as eu un bon professeur. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. C'est ce qu'on m'a appris aussi il y a 30 ans quand j'ai commencé la radio. Et en fait, voilà, je voulais le caser à un moment donné dans ce podcast parce que en fait, je trouve que c'est tellement une façon très simple, c'est tellement une technique aussi bête. Bah non, mais t'as raison. Mais qui après change beaucoup de choses. Ah bah puis il y a qu'un tips à retenir, c'est celui-là pour le micro. Donc ah non, mais je suis d'accord. Et il y a encore des gens qui pourtant ont de l'expérience qui oublient encore ce conseil de base. On est d'accord. Super. Merci beaucoup pour tous ces. Oui, non, on citera pas de nom et puis on n'est pas du tout là pour ça. Non. On était là pour apprendre des choses et sincèrement, on en a appris. Donc, je te remercie beaucoup avec plaisir. Tous ces partages qui étaient vraiment très pratiques. En fait, c'est ça que j'ai bien aimé là. À mon avis, les personnes qui pourront écouter et qui avaient
envie d'apprendre des choses sur comment s'améliorer sur le pitch, on a parlé de plein de choses, sur quoi dire, pitcher seul, à plusieurs, le fait de raconter son histoire. Bref, moi je trouve qu'il y a plein de super bons conseils en condensé. Donc merci beaucoup Jean-Philippe pour ça. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, te contacter, il y a ton site web et tes réseaux sociaux. Donc tu vas nous donner juste par après. Alors justement, je viens de le refaire. Donc ma structure s'appelle Kivox, Keyvox. Donc le site c'est kivox.fr et je suis en train de préparer un deuxième site qui est pas tout à fait prêt encore, mais voilà, c'est un scoop pour toi. Et je prépare des offres justement spécifiques pour ceux qui veulent s'entraîner au pitch. Donc le site va s'appeler le Pitch Parfait. Pour l'instant, si vous allez dessus, il est en construction, mais d'ici une quinzaine de jours, ça devrait être bon. Et il y aura des offres de formation assez rapides, assez pratiques. Et puis surtout, je voudrais lancer un nouveau concept sur Bordeaux qui s'appelle le Pitch Camp, où j'aimerais regrouper plusieurs porteurs de projets sur une même journée ensemble, et qu'en intelligence collective, on arrive à améliorer le pitch de chacun, à le répéter. Et puis peut-être qu'à la fin de la journée, on aura des gens comme toi, Guillaume, qui viendront donner leur avis et crash tester ce qu'auront fait les porteurs de projets pendant la journée. Trop bien. Ah, trop bien. Écoute, j'ai bien hâte d'en savoir plus. Merci pour l'exclu. Je suis content. Et donc, pour toutes les personnes qui, sont dans une phase en ce moment de construction de pitch ou auraient des questions, voilà, il y a toutes tes coordonnées et puis t'es dispo. Oui, mais voilà, vous pouvez me contacter aussi. Il y a pas de souci. Et je vais terminer juste par un livre de référence si vous devez en acheter qu'un. Alors, il est en anglais, mais comme ça vous fera travailler votre langue vivante. C'est Pitch Anything. Et c'est signé Oren Klaff, avec un K, K-L-A-2-F, Oren, O-R-E-N. Et c'est le bouquin de référence ça se lit comme un roman. C'est un type qui était payé pour faire les pitchs à la place des startups. Et voilà, ça se lit comme un roman et c'est bourré de bons conseils. Excellent, parfait dans le thème en tout cas. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à toi Guillaume pour l'invitation. J'ai un vrai plaisir et puis je te dis à très bientôt. À très vite. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.